Bonjour, bonsoir à vous qui écoutez ce podcast. Bienvenue dans J'ai un truc à te montrer, l'émission qui décortique les films et les séries. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une de mes plus proches amies, Leslie, et on va parler de la grande, de la cultissime, de la sublime série Fleabag. Ah oui. Merci. Alors déjà, je vais mettre un peu de contexte à cette série, expliquer ce que c'est, tu vois, pour nos auditeurs, auditrices. Je pense que c'est important parce que sinon, il y a des choses qui vont paraître un peu étranges. Oui, c'est ça, parce qu'on va rapidement, je pense, monter dans les fours. Donc c'est une série créée, écrite, produite et interprétée par l'immense... Mon Dieu. La déesse. déesse. C'est, comme vous le disiez dans les petits pédestres, c'est notre mère à tous. C'est notre mère à tous, donc Phoebe Waller-Bridge. Mommy. Voilà, Mommy, the originate. C'était basé sur un one-woman show à Londres pour un festival, je crois, ça datait de 2013. Et pour le coup, j'ai vu les images de la retake et j'ai vu une vidéo où en fait ils comparent les deux. Et c'est incroyable de voir que c'est exactement les mêmes dialogues et la même manière dont elle le dit. Enfin, c'est ouf. Bref, la série est sortie en 2016, donc ça c'était la première saison, et la deuxième est sortie en 2019 et c'était son ultime saison. Tu dirais que c'est quel genre ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est du drame. Il y a quand même un aspect comédie, je trouve. Tu trouves que tu te marres de ouf devant Fleabag. C'est ça, en fait, c'est vraiment un mélange entre les deux. Ouais, comédie dramatique. Ouais, voilà, comédie dramatique, oui. C'est le mot, voilà. Bon, la série, elle a reçu un accueil critique unanime, elle est reconnue pour ses qualités d'écriture et de performance de ses acteurs, elle est rapidement devenue culte. Elle a raflé 48 récompenses, donc 6 Emmy Awards. Déjà, je vais te poser un peu une question... De quoi ça parle ? Alors, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle d'une jeune femme qui... Elle a plus de la trentaine, il me semble. Elle a l'air d'avoir la trentaine. Ouais, l'air d'avoir la trentaine, à peu près. Et au début, on s'en doute pas forcément, mais ça montre un peu sa vie de trentenaire à Londres, qui est pas minable, mais presque, c'est un peu comme ça qu'elle le présente, j'ai l'impression. Voilà. Pas misérable, mais... Elle est pas épanouie. Elle est pas épanouie, elle est pas heureuse. Mais déjà, c'est l'histoire d'un personnage très sensible et qui a énormément d'humour. Et on sent quand même, dès le départ... Oui, de l'humour très très noir. Et on sent dès le départ qu'il y a une souffrance. Oui. Ouais. Bon, après, est-ce que tu le sens dès le départ qu'il y a une souffrance parce que t'es psy ? Est-ce que tout spectateur regarde cette série et se dit cette meuf souffre, tu vois, dès le premier épisode Je crois que oui. Je crois qu'il y a quand même une vibe un peu... C'est vrai qu'il y a une déprime en fond quand même dans Fleabag. Ça sent le journal intime. Ouais, oui, c'est vrai. Tu te dis de quoi elle s'est inspirée. Et en vérité, au bout de pas très longtemps, j'arrive même plus à me... Mais je crois que ça arrive pas très longtemps après le début. Elle parle... c'est à la fin du premier épisode. Oui, en fait, elle parle de la mort de sa meilleure amie. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un peu l'histoire... c'est l'histoire d'un deuil, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, petit à petit, on apprend des éléments qui vont quand même changer la donne. Enfin, c'est pas un plot twist, mais un petit peu. Que moi, j'avais vu venir. Oui. Parce que je suis très sensible à ce... Je sais pas, oui, on va spoiler, de toute façon, c'est un peu le but. Mais on apprend que... c'est à cause d'elle, entre guillemets, que sa meilleure amie est décédée. Et du coup, ça parle aussi beaucoup de culpabilité. Tu vois, on parlait des thèmes tout à l'heure, de savoir de quel thème on parle, et je pense que c'est deuil et culpabilité. Et justement, on sait très bien que les deuils sont très compliqués quand il y a autant de culpabilité. Et moi, c'est un sujet particulièrement... J'ai jamais eu trop de mal à m'identifier à des personnages, parfois même qui faisaient des choses affreuses dans des films, dans des séries, peu importe. Des psychopathes. Le personnage de Amy Dunn, on m'avait comparé à ce personnage, et moi, j'ai pris ça comme un compliment, tu vois. Donc, that's toxic of you. A little bit problematic. Certes, oui. Et par contre, en fait, le fait de coucher avec le mec de sa meilleure amie, pour moi, ça c'est le crime où je peux pas m'identifier de base. C'est un truc où ma compréhension normalement s'arrête là. Et en fait, cette série, elle m'a de ressentir de l'empathie. De ressentir de l'empathie pour quelqu'un qui a fait ça. Voilà, exactement.
Merci pour cette manière très éloquente de décrire les thèmes sous-jacents de la série, parce que t'as raison, c'est une série qui est traversée par le deuil, celui de la mère de la protagoniste. Donc en fait, moi je l'ai écrit, c'est pour ça que ça sera peut-être plus précis, mais c'est l'exploration de la vie d'une jeune femme sarcastique, assez chaotique, à la sexualité débridée, qui paraît égoïste, désabusée et je m'en foutiste. Vraiment, elle est très détachée. Et en fait, elle s'adresse très régulièrement aux spectateurs et elle brise le 4e mur. Et c'est ça qui la rend particulièrement délicieuse et addictive. Alors pourquoi Phoebe Waller-Bridge a fait ce choix ? Je vais la citer, du coup, dans une interview. Elle dit « Je suis obsédée par les spectateurs. Comment les accrocher ? Pourquoi certaines choses les rebutent ? Comment les surprendre ? Qu'est-ce qui les divise ? C'est une forme de sport théâtral pour moi, j'y suis accro. » Donc en fait, on voit finalement que... Donc, oui, elle s'adressait à une salle dans la pièce de théâtre, dans son one-woman show, quoi, dans son stand-up, et elle a eu besoin de, finalement, perpétrer ça, elle nous raconte, et en fait, je trouve qu'en tant que spectateur, on se sent très investi. Moi, j'ai l'impression que c'est une pote ou moi. C'est un reflet un peu, tu vois, mais vraiment de quand tu te retrouves à être dans une relation avec des fuckboys, tu vois, genre le gars du premier épisode, en fait c'est la première scène, elle est essoufflée dans son entrée et elle est en mode, vous savez comment c'est quand il vous a envoyé un texto à 2h du mat en vous demandant s'il pouvait venir vous trouver et que du coup vous sortez de la lingerie agent provocateur et que vous rasez tout et que vous enduisez d'huile de coco. Et moi, ça, c'est vraiment le détail de l'huile de coco. Je me suis dit, oh putain. Ouais, you drink half a bottle of wine. Enfin voilà, bref, on est très très fan de cette série ici. Oui. Donc alors, pourquoi elle a écrit cette histoire, Phoebe Waller-Bridge ? Je vais encore la citer. Qu'elle voulait écrire à propos d'une jeune femme obsédée par le sexe, en colère, à l'humour sec et noir. Mais là, donc, je vais la citer. Ce sur quoi je me suis concentrée est la relation directe qu'elle entretient avec ses spectateurs. Comment elle essaye de les manipuler, les amuser, les choquer, avant de finalement leur montrer sa vulnérabilité. Oui. Elle est forte, hein. Elle est si forte. Ça parle beaucoup d'elle, tu vois, qui se met sur... qui se rend vulnérable à la fois à travers la série et aussi à travers le stand-up. Ouais. C'est tout à fait... Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se rend vulnérable et pas tant. Et notamment, il y a quelque chose d'assez particulier dans Fleabag. Donc, on la voit se débattre avec ses relations familiales, notamment la relation à sa sœur Claire, avec son père qui les a abandonnés émotionnellement après la mort de leur mère et qui est en relation avec la meilleure amie de leur mère. Enfin, c'est chelou. L'ancienne... Une belle-mère insupportable. Mais c'est que je viens de remarquer, j'avais jamais fait le lien avant, je sais pas si c'est clair ou si je m'invente quelque chose. Mais justement, c'est cette... je sais plus si c'était leur marraine, pardon, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, dans Fleabag déteste cette femme-là. Oui, c'était leur marraine. Parce qu'elle lui a volé sa mère. Mais quelque part, peut-être qu'elle s'identifie aussi à elle. Oui, bah oui. Parce que elle a couché avec... Oh, j'avoue, c'est tellement intelligent. Après, elle est odieuse. Enfin, objectivement. Oui. Elle est vraiment... terrible, cette belle-mère. Oui, mais si elle parlait à la caméra, est-ce qu'on la trouverait aussi odieuse Ah, waouh, c'est pour ça que je t'ai invitée. C'est pour ça que je t'ai invitée dans ce podcast. Je vais rougir, ça se voit pas. Moi, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'il y a des trucs un peu chelous, quoi. Genre, il y a, par exemple, très peu de personnages qui ont des prénoms. Ça, j'adore. Ça, c'est un... Donc, t'as le père, la belle-mère. En fait, ceux qui ont des prénoms, donc c'est Claire, son mari Martin, qui est horrible. Enfin, vraiment, l'alcoolique que tu détestes. Et sa meilleure amie, Boo. Elle est nommée aussi. Qui d'ailleurs est basée sur sa vraie meilleure amie dans la vie et qui lui ressemble beaucoup. Ok. Et elle sait... Donc j'allais rebondir là-dessus quand tu parlais de sur quoi elle s'est basée pour créer la série. Et j'avais vu justement une interview de toutes les deux parce qu'elles ont coécrit au moins la série ou alors les spectacles avant, je me souviens plus. Et ça parlait beaucoup de... c'est basé sur leur amitié et tu sens effectivement... tu sens qu'elles ont une relation très forte, je pense. Ouais. Et à la fois, ça m'a questionnée parce que je me suis dit, c'est particulier, t'imagines, avec ta meilleure amie, de raconter une histoire comme ça ? C'est moi, je pense que c'est purement imaginatif. Je pense qu'elles doivent... Je pense pas que Fleabag soit le reflet de Phoebe Waller-Bridge, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir des... Souvent, tu vois ça chez des autrices... J'allais parler des autres séries écrites, produites, réalisées, interprétées par
la même personne, donc des meufs. Et souvent, en fait, quand elles parlent de leurs personnages dans les séries, elles disent j'ai pris mes traits et je les ai grossis fois 1000. Oui. J'ai vraiment abusé sur ma personnalité pour me rendre plus détestable. Ou, en fait, ça dépend après des genres. Mais j'ai cherché un peu à... Voilà. Donc oui, je pense que Fleabag, c'est Phoebe Waller-Bridge, mais sous Anthrax, tu vois. Oui, parce que je trouve quand même... après, c'est peut-être un peu naïf et simple de ma part, mais j'ai souvent l'impression que quand une œuvre est vraiment réussie et profonde et très humaine, c'est forcément que c'est autobiographique. En fait, je pense que c'est lié à... Quand tu me dis ça, je pense immédiatement à Inside de Bo Burnham. Ouais. Et je me dis, c'est très lié, parce que Bo Burnham en a beaucoup parlé, de la relation parasociale que tu entretiens. Avec Donc la relation parasociale, c'est une relation à sens unique d'un être humain à une personne où en fait elle ne peut pas réciproquer. Donc ça peut être une célébrité, ça peut même être des personnages. Enfin, il y a des gens qui sont en relation avec des personnages dans leur tête, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai été en relation avec des personnages dans ma tête, donc je peux en témoigner. Moi, c'est toujours le cas aussi. Ok, on en parlera plus tard. On parlera de nos fictional boyfriends. Ah, ok, ça marche. Non, moi, Dev Patel, tu vois. Ah oui. Typiquement, c'est terrible parce que du coup, j'ai fait le choix d'être child-free, de ne pas faire d'enfants. Et je suis allée voir Monkey Man. Et j'étais tellement horny que, en fait, pendant toute la séance, je me suis dit, lui, je porterai ses enfants. J'ai perdu un étage de mon féminisme et de mes convictions pour moi-même. C'est ça. Ah ouais. Ouais, ça me fait penser quand elles disent quand elle dit si j'avais de plus gros seins, je pense que je serais moins féministe. Ah oui. Et ça justement, merci beaucoup pour cette transition extraordinaire. Vraiment, on me serrait des sens très très chaude là. C'est parti d'un coup. Mais en fait là on imagine un peu qu'on est Marie et Anaïs dans Ami. Exactement. Ou les meufs de 4 quarts d'heure. Anatomie d'une scène. Oui, c'est ça. J'ai volé leur rubrique. Bref, dans le premier épisode, elle et sa sœur se rendent à une conférence sur le féminisme. Elle explique que c'est la manière de leur père de prendre soin d'elle, de leur prendre des places. Depuis que leur mère est morte. Voilà, c'est super dark. Donc elle arrive dans la pièce et puis c'est hyper tendu avec sa sœur parce qu'elle porte son pull. Oui. Elle dit « This is gonna be tense ». Et tu ressens la tension. Et l'intervenante pose une question au public. Est-ce que tu te rappelles de cette question ? Oui, je crois que tu en as parlé dans Les Petits Pédestres. Oui. C'est qui ici échangerait 5 ans de sa vie contre le corps parfait ? Voilà, c'est ça. Et elles sont les deux sœurs. Elle lève la main. À lever la main. Immédiatement. Et clairement, moi, j'aurais levé la main aussi. Moi aussi. Ah mais oui, bien sûr. Ouais. Ça commence comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne la couleur directe. Alors, est-ce que pour toi, c'est une série féministe ? Eh ben, justement, tu vois, je me posais la question. Et je dirais que oui. Parce que, pour moi, le féminisme, c'est simplement de considérer les femmes comme des êtres humains. Et je trouve que, en fait, tout le monde est terriblement humain, même sans avoir de nom. Tout le monde est très humain, et que ce soit les hommes ou les femmes. Et justement, tu vois, on parlera des personnages masculins tout à l'heure. Et je trouve que les gens sont pas tellement définis... Enfin, évidemment, ils sont un peu définis par leur genre, mais pas tant que ça. Oui, c'est vrai, tu trouves ? Ils sont définis par leur... en fait, ils sont définis par leur genre, mais en tant que rôle social, oui, de façon très assumée. Exactement. C'est vrai que tu retrouves des statuts sociaux. T'as l'avocat, le prêtre... voilà, on parlera de la saison 2 après. Tu sens ou pas qu'il y a eu un shift dans l'énergie quand je dis le prêtre ? Bref, je vais faire ma prière, là, ça me dit. Incroyable. Aïe. Bref. La meuf qui se met à genoux. Allez, mais du coup, j'ai oublié ce qu'on disait. Oui, est-ce que c'est féministe, tu vois ? C'est féministe aussi horny. Je ne crois pas. Oui, moi je pense que c'est féministe. Oui, c'est vrai, d'assumer sa horniness, son désir. Et d'ailleurs, elle le fait, Fleabag, pour revenir à de laquelle on parlait avant de parler de nous. C'est vrai qu'elle assume totalement sa sexualité dès le premier épisode où en fait elle nous montre un rapport sexuel. Elle le porte comme un manteau de fourrure un peu, tu vois. Oui. Et puis elle parle du sexe, elle me dit je peux pas m'arrêter de penser à ça. Enfin vraiment, elle a un...
Et en même temps, tu sens qu'elle cherche à exister dans un regard masculin. Ah bah, terriblement. Et moi, c'est l'un de mes moments, je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais c'est l'un de mes moments préférés dans toute la série. C'est la fin de la première saison, quand il y a le type qui arrive dans son salon de thé, et qu'elle elle a un breakdown, et qu'elle lui dit mais en fait, ce dont j'ai peur, c'est que bientôt, je serai plus bonne à rien, parce que je serai plus désirable... au vu des hommes, et ça c'est juste... ça c'est assez... Y a rien de pire, quoi. C'est inédit, et moi c'était une des premières fois que je voyais cette problématique-là montrée de cette manière-là. D'une manière assez... en même temps c'est réel, parce que en fait on a été très longtemps, pendant des siècles et des siècles, valorisés par le fait qu'on était fertile, et t'as ce truc de, finalement, on voit peu de femmes middle-aged, tu vois, au cinéma ou dans les séries. Et d'ailleurs, dans la saison 2, elle a une conversation avec Christine Scott Thomas qui lui parle de ça et qui lui dit en gros éclate-toi maintenant, parce que moi il y aura un moment où on voudra plus avoir des relations sexuelles avec toi. Et moi je sais que ça c'est une peur que j'ai, tu vois. Et je me dis c'est tellement fucked up de vivre sa vie sexuelle avec cette pression de il faut que je consomme de la sexualité maintenant parce que j'en serai privée plus tard. Genre à quel moment, en fait, tu vois, tu te considères comme un yaourt avec une date d'expiration, alors qu'on pense ça moins des hommes. Clairement, même l'inverse. Oui, et les hommes vieillissent comme du bon vin, etc. Non mais c'est terrible parce que c'est hyper... Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'elle met beaucoup de mots sur des choses qui sont pas conscientisées la plupart du temps. Oui, et qui sont assumées sur leur... des choses un peu basiques qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Tu vois, par exemple, à chaque fois qu'il y a un moment un peu féministe dans Fleabag, c'est un moment où tu cringes un peu parce que c'est le moment où elle lève la main pour le corps parfait, donc du coup elles correspondent pas aux attentes des féministes. Parce qu'il y a ça aussi, c'est ce qu'elle dit à son père, elle dit I can't even call myself feminist. Je peux même pas me dire que je suis féministe, tu vois. Ça, cette phrase, elle est impactante, ou quand elle dit je pense que si j'avais des plus gros seins, je ne serais pas féministe, ou un truc comme ça. Enfin, quand elle va au salon de coiffeur avec sa sœur, et qu'il lui dit it's just hair. Et elle a un monologue sur les cheveux, et la manière dont c'est un signifiant social et son importance pour les femmes, et c'est des trucs que t'as pas envie d'entendre parce qu'en fait c'est beaucoup autour de l'apparence et de la jeunesse et de l'attractivité aux yeux des hommes, et pour autant c'est réel et c'est amené de manière décomplexée. Exactement. Moi j'ai regardé un épisode de la chaîne de Bro et Deschanel sur YouTube, qui fait des analyses et des critiques, voilà. Et la vidéo s'appelle Fleabag is not a femcel. Et en fait, c'est une vidéo qui parle des critiques provenant de personnalités féministes à l'égard de Fleabag, en disant c'est problématique. Ah oui. Voilà. Et donc moi, c'est intéressant de voir qu'est-ce que les féministes ont à reprocher à ça. Tu vois. Et en gros, elle expliquait que c'est beaucoup d'une représentation de femmes blanches. Donc en fait, elle prenait l'exemple de Phoebe Waller-Bridge et Sally Rooney, celle qui a fait Normal People. Oui. Voilà. Donc plutôt de classes aisées, aux prises avec le patriarcat. Et en fait, ça s'appelle le féminisme dissociatif. Donc un terme né en 2019 que je ne connaissais pas, où il s'opère un décrochage de la réalité et des phénomènes dissociatifs. Donc qu'est-ce que c'est un phénomène dissociatif ? C'est le sentiment d'être détaché de soi-même, de son propre corps et ou du reste du monde. Donc finalement, elles sont considérées comme ayant le privilège de se dissocier et d'ignorer la situation parce qu'elles sont blanches et plutôt riches. En gros, c'est ça qu'on va leur reprocher. On a aussi reproché à Fleabag de représenter un personnage qui embrasse la destruction de soi et un fatalisme nonchalant. Donc alors, moi je suis pas d'accord forcément avec ça. Alors je suis d'accord que ça reste du féminisme fait par des femmes blanches. Oui. Donc oui, c'est pas intersectionnel. Ça, on est d'accord. C'est pas une série qui va aborder les problématiques liées au racisme. Tu vois, c'est pas... Enfin voilà, ça n'apparaît pas. Oui, c'est vrai. Et ça montre que Fleabag a le privilège de subir une part du patriarcat et pas la part discriminatoire de personnes opprimées par leur couleur de peau, tu vois, ou par leurs origines. Oui, effectivement, mais c'est pas parce que ça parle pas de ça que ça parle de rien.
Bah oui, non, bien sûr. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu étonnant. Ce que je trouvais intéressant, c'était la notion de féminisme dissociatif. Parce que je me disais, ok, dans Fleabag, comment elle se dissocie ? Et c'est quand elle nous parle. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir parler de la saison 2 maintenant. Ouais. Donc, la saison 1, c'est vraiment la culpabilité. Oui. Et le chagrin. La saison 2, alors ça commence par un long plan où on la voit se nettoyer le nez en sang dans les toilettes d'un restaurant avec une musique classique. Ça dure longtemps, on se demande ce qui se passe. Et elle se tourne vers nous, elle regarde la caméra et elle nous dit « This is a love story ». Voilà, ça va parler d'amour. Donc déjà, moi, j'étais en PLS. Tu vois, c'était beaucoup trop pour moi. Ça fait encore plus fort que la première saison. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question et je vais te la poser maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Fleabag ? Genre, quand est-ce que tu l'as découvert ? Et quand t'as vu la saison 2, est-ce que c'était directement après la saison 1 ? Ou est-ce que t'as eu l'attente ? Et bah c'est quoi ? D'ailleurs, c'est très intéressant et au niveau du féminisme et tout, c'est méga intéressant. Parce que c'est pas toi qui m'en as parlé. C'est fort possible, j'en parle à tout le monde. Ouais, il me semble que c'est... Et en fait, j'en avais... Alors, je suis sur Tumblr, moi aussi. Comme tous les bestes. Et tu vois, pour dire quelque chose d'un peu... Juste une petite phrase à la con. Ouais. Pour moi, Fleabag, c'est le Tumblr des séries. Oh grave. Tu vois ? Ouais, c'est edgy, c'est unique, c'est bizarre. Ça parle de cul, c'est chaotique. C'est chaotique, t'as tellement raison. Et c'est pour ça, ça a eu énormément de succès sur Tumblr. Tumblr. On peut expliquer ce que c'est Tumblr ? Parce que je pense que c'est pas très répandu. Alors, c'est un réseau social... Qui date des fins des années 2000, Ouais, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui nous a rapprochés parce que j'ai rapidement appris que tu avais un Tumblr et... Je pense que c'est 2% des Français, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu... Comment décrire les gens qui sont sur Tumblr sans se lancer des fleurs ? Je sais pas. En gros, c'est pour les gens intelligents, torturés, compliqués. Un peu, ouais. Voilà. Oui, il y a ce côté un peu... Il y a ce côté aussi très déprimé. Oui. En fait, Tumblr, c'est un peu comme Inside. Il y a de tout. Ouais. C'est un monde. C'est un peu absurde. C'est très orni. C'est pour les weirdos. Mais d'ailleurs, j'ai vu un post Tumblr qui disait que... Mais je crois que j'en ai parlé dans les petits podcasts. Qui disait que pauvre créature, c'était Barbie pour les gens qui ont des maladies mentales. Oui, et ça, c'est vraiment un post Tumblr. Bah oui, bah bien sûr. Excellent. Tumblr, c'est un peu... c'est pas Twitter. C'est non, pas comme c'est les pas gens Instagram, normatifs, ils vont sur Twitter. Oui. Faut accepter une part de déviance chez soi pour être sur Tumblr, tu vois. Il faut la brandir. J'avoue, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu dark side. Oui, ouais. C'est un peu tous notre Skyblog. C'est ce que je disais la dernière fois, je rentrais avec... Mais c'est vrai que c'est des blogs, on n'a pas dit que c'était des blogs. Oui, c'est des blogs, pardon. Voilà, de base. Ouais. Bon, il n'y a plus de porno maintenant, c'est grave. Ça a été banni, mais je me rappelle de l'époque, moi, où j'étais à l'université de Montréal, et j'étais dans les amphis, et en fait, je me faisais chier. Et du coup, j'allais sur Tumblr, et de temps en temps, il y avait des gros gifs porno, de porno gay, en plus. C'est ça qui était bien. Et ouais, mais du coup, j'avais les élèves autour de moi, j'étais en mode, putain... Moi, ça marche encore parce que j'ai suivi des trucs de hentai. Ok. Et du coup, ça passe pas trop à la trappe. D'accord. Et donc, ça m'arrive régulièrement, toujours et avec grand plaisir, d'être dans les transports en commun, serrés comme des sardines. Ouais, et puis, tu sais, il va y avoir un coucher de soleil, un chaton mignon avec un chant derrière et d'un coup des énormes seins. Et là, tu vois, je suis bien. Là, ouais, bah t'es dans ton cosy, là. C'est ça, là, je me dis, voilà. Je suis chez moi. Il y a pas de souci. Ça me dérange pas que les gens y voient, tu vois. Je suis en mode, oui. C'est ça qu'on aime, en fait. Ouais. C'est cette disparité. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est hétérogène. Hétérogène, ouais. Et c'est très aussi... mais pas très hétéro. Porté... Non, c'est pas du tout hétéro, ouais. Ça, c'est... Ouais, voilà pourquoi c'est encore le meilleur réseau social. Mais bref... Attends, j'avais plein de trucs intelligents à dire. Ils sont partis. Attends. De quoi on parlait ? On parlait de ma façon de découvrir la série. Ouais. Et ce que ça représentait pour moi. Donc, au-delà de ça...
En fait, j'en avais donc entendu parler et surtout, comme beaucoup de choses et beaucoup de belles œuvres, j'avais vu passer ça sur Tumblr avant. Bah évidemment. Mais j'avais jamais mis de... C'est culte sur Tumblr. Voilà, j'avais jamais vu. Et en fait, il me semble que t'as dû m'en parler parce que j'ai regardé en l'été 2021. Donc quand on s'est rencontrés, donc à mon avis, il n'y a rien. Direct après. Et en fait, de base, je voulais juste regarder la saison 2 parce que c'était le personnage du prêtre qui m'intéressait. Donc joué par Andrew Scott. Que je connaissais par la série qui était ma série préférée parce que depuis j'ai vu des séries tellement bien, mais voilà, Sherlock. Il jouait Moriarty. Qui joue, voilà. Donc c'était sur la BBC, c'était avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Mon Dieu, c'est la meilleure série de tous les temps. Ah ok. Moi j'ai pas cette passion, mais ça c'est très Tumblr pour le coup. Oui. Sherlock, on se rappelle du fandom. Ça fait combien de temps que t'es sur Tumblr ? Ça fait depuis 2012, 2013. Okay, quand même. Hein. Ouais, quand même, ouais. Depuis 2009, je crois. En fait, tu aurais toute ma psyché. T'as mon blog, t'as ma psyché. Moi aussi. Pendant 15 ans. C'est terrifiant. Bref. Ouais. On est reparti sur... Faudrait faire un épisode Tumblr précis. Ouais, tellement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de contenu vidéo là-dessus. Hein. Enfin, vraiment, c'est... Bah oui, mais pour finir peut-être sur Tumblr et pour revenir à ça, justement pour définir Tumblr, la dernière fois, on parlait avec un mec que j'ai rencontré comme ça, je le connaissais pas très bien, mais il connaissait Tumblr et du coup on a commencé à en parler. Et je l'ai un peu, pas forcé, mais je l'ai poussé à reprendre sur Tumblr. Et on se disait que c'était un peu... tu vois, Tumblr, c'est un peu les gens chelous à la cour de récréation qui se montrent leurs petits trucs trop stylés et qui sont contents comme ça, tu vois. Ouais, un peu, c'est pas les cool kids, c'est les weird kids. Exactement. Mais on sait qu'on est plus cool. Oui, oui. Cool. Bah, on a repris notre revanche sur la vie, quoi. Tout à fait. Comme Fleabag, finalement. Exactement. Donc Fleabag, comment j'ai connu ça ? Donc voilà, donc je voulais voir Andrew Scott, évidemment, parce que c'est le daddy pour le coup. Ah oui, d'accord, intéressant. Je sais pas, en fait, non, c'est pas le daddy, c'est pas vrai. C'est qui le daddy ? Le daddy, c'est Henry Cavill. Ah ! Mais il a l'âge d'être ton père ? Non, pas du tout. Ah, juste tu call him daddy. Oui, c'est plus... spirituel. Non, oui, c'est plus mon mari spirituel qu'autre chose. D'ailleurs, Freddie serait tellement heureux d'entendre cette conversation. Je le rends très heureux, il se retourne dans sa tombe régulièrement. C'est dit trop bizarre. On dirait que t'es une nécromancienne. C'est ça. J'y vais et puis je me fais plaisir. Bon bref, donc la saison. Je voulais regarder pour lui. Et en fait, j'ai commencé donc à regarder la deuxième saison. Et il me semble que d'ailleurs j'ai dû regarder peut-être le premier épisode de la deuxième saison en premier. Et j'ai trouvé ça... Ça me met très en colère ce que t'es en train de me raconter. Et en fait j'ai trouvé ça... Mais attention, j'ai trouvé ça tellement bon ouais. que je me suis dit, ok non, mais je vais prendre depuis le début. Ah ouais. Mais c'est mon côté rigide et obsessionnel, tel que le mot m'a décrite. Moi je crois que je préfère la deuxième saison. Ok. Parce que pour moi il y a trop de souffrance dans la première. Ah. Et je pense que ça me... Je suis trop en empathie avec elle, parce que je suis très facilement en empathie avec les personnages de films. Et du coup, elle, vraiment, ça me met pas bien, tu vois, un petit peu la première saison, même s'il y a des moments très drôles. Et c'est pas pour rien que j'ai dit, pour moi, c'est un drame, tu vois, c'est que la première saison, en fait, elle... Bah, tu vois, on parlait d'être dissociée tout à l'heure. Elle passe la première saison à accepter sa responsabilité en même temps. Un peu, ouais. Un peu. Parce que c'est comme si elle était dans le déni. Au début, les spectateurs ne savent pas qu'elle a été, entre guillemets, responsable. Mais c'est peut-être elle aussi qui se cache à elle-même petit à petit, tu vois, et qu'elle le conscientise. Et la deuxième saison, moi j'ai préféré parce que je la trouve plus apaisée et puis parce que j'adore tout ce qui parle d'amour, donc forcément. Donc elle commence dans ses toilettes. Finalement, on apprend plus tard que Fleabag est un repas avec sa famille et le prêtre, donc joué par Andrew Scott, qui va marier le père avec la belle-mère. Et il se passe un drame, c'est un peu du vaudeville. C'est un petit peu en huis clos, cet épisode. Voilà, il y a une unité de temps. Ça fait très pièce de théâtre. Ça fait très la scène aussi. Oui, un petit peu, c'est ça. Et en fait, elle fait connaissance avec ce prêtre. Elle nous explique qu'elle a essayé de manger sain, de faire du sport, après cette réalisation justement et cette prise de responsabilité. Sachant qu'elle va courir dans un cimetière. Oui, mais bon, ça c'est parce que, voilà, c'est une mother, classique. encore une fois. C'est ça. Tu vois qu'elle gère très différemment son café, il y a beaucoup de monde, elle a compris, c'est une businesswoman. Enfin, en fait, elle gère sa vie. Elle est beaucoup plus en contrôle de sa vie. Elle a repris les rênes.
fuckboy. C'est vrai. Alors vraiment, elle a couru, c'est une scène hyper drôle. Et donc, du coup, tu la sens, elle est pleine de nouvelles énergies. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, elle a un échange très rapide avec le prêtre. Et en fait, elle dit, personne ne m'a posé de questions depuis 45 minutes. Et là, il se tourne vers elle. Et il lui dit, so what do you do ? Et lui, il est peu conventionnel dans sa masculinité. Parce qu'il a l'air très sensible, il a l'air un peu mal à l'aise, souvent, Andrew Scott, je trouve, tout en ayant l'air d'avoir confiance en lui, c'est assez particulier, mais il n'est pas conventionally attractive, tu vois, il n'est pas conventionnellement attirant. Tu vois, c'est pas Henry Cavill, il n'a pas la grosse mâchoire et les muscles. Mais il a tellement de profondeur. Et de charme. Et donc, du coup, voilà, cette saison 2 va avoir des enjeux autour de, surtout la relation entre les sœurs. C'est la saison où Claire et Fleabag se réconcilient, voire scellent leur sororité. À la fin, quand elle lui dit la seule personne que je poursuivrai dans un aéroport, c'est toi. Bah justement, moi, c'est ça aussi que j'aime dans cette saison, c'est une déconstruction de l'amour romantique. Parce que, évidemment, Fleabag va tomber amoureuse du prêtre, donc en plus on a droit, c'est un délicieux slow burn, c'est incroyable, elle nous donne tout. Enfin, vraiment, les regards, donc elle va le voir à la messe, ils prennent leur premier verre ensemble, il y a la manifestation de Dieu, du cadre qui tombe quand la conversation commence à un peu s'échauder. C'est du génie. Et en fait, finalement, ce personnage du prêtre, quand Fleabag s'adresse à nous, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, mais arrête ! Mais tu vas où ? T'es parti. Et vraiment, reviens ici. Et ça, là, quand elle s'en rend compte... Ça, c'était... Tu vois, le fait de parler à la caméra, c'était déjà incroyable. Ouais. Le fait que lui se rend compte qu'elle parle à la caméra, mais là, c'est juste... J'ai des frissons rien que d'en parler là maintenant. J'ai pété un câble. La première fois que c'est arrivé, je m'en rappellerai toujours. J'étais dans mon appartement, je regardais sur mon ordi, et j'ai hurlé. Et vraiment, mais non, mais pour moi, c'était du jamais vu. Et ça en disait tellement long sur la relation entre ces deux personnages. En fait, qu'ils se reconnaissent. Ils se sont pas échangés beaucoup de mots, mais ils se savent, ils se sentent. Et tu as ce côté très... une alchimie vraiment... irrémédiable entre les deux acteurs. Franchement, moi, c'est une des séries les plus érotiques que j'ai pu voir, alors qu'il se passe pas tant de sexe que ça. Ça passe beaucoup, voilà, comme je disais, par des petites... la première fois qu'il lui touche le bras et qu'elle fait « I'm touch !» Ou quand elle le regarde et qu'elle s'adresse à la caméra, qu'elle fait « His beautiful neck !» Vraiment, elle est en train de luster après lui pendant des jours et des jours. Et finalement, ils consomment leur... Voilà. Ce à quoi je m'attendais pas du tout. Ah, moi, j'attendais que ça. J'étais on fire. Moi, je pensais pas que ça allait arriver. Ah là là, moi, j'étais comme elle. Alors moi, si ça n'était pas arrivé, je me serais défenestrée, je pense. Ouais, moi, je sais pas si ça aurait pas gardé un peu un côté... le mystère... Ah non, mais la charge érotique des scènes... La première scène où ils s'embrassent. Ouais. Et où elle lui dit... je veux qu'on me dise comment m'habiller, quoi faire, où aller chaque jour. Je veux plus réfléchir. Et qu'il lui dit à genoux. Incroyable. C'est si horny. Ah mais oui, grave. Mais lui aussi, il en peut plus. Derrière son truc. Avec sa petite robe, là, il en peut plus. Avec sa petite robe de prêtre. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça aussi. Alors, peut-être qu'on peut faire une petite tangente, du coup, sur les hommes dans Fleabag, parce qu'on a plusieurs personnages masculins. On a parlé de la protagoniste et de sa sœur. On va revenir à sa sœur à un moment, je pense, parce qu'il y a quand même des trucs à dire. Je pense que c'est important. Et à cette relation sororielle. Comment tu décrirais les hommes dans la vie de Fleabag ? Ils sont très défaillants. Oh là là, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Les hommes, finalement... En même temps, est-ce que t'avais besoin de réfléchir avant de répondre ? Tu pouvais juste... Comment sont les hommes défaillants ? Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir arrêter d'enregistrer. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne soirée, au revoir. À la prochaine. C'est trop marrant parce que quand je parle de mon podcast aux gens, leur première question... c'est mais ça va toujours parler de féministes. Et tu vois, genre non. La mise en quoi ? Non. Non, après je suis pas misandre, je précise. Moi mais je suis pas misandre, mais il est tellement chaotique cet épisode. J'adore. Excuse-moi. Non, c'est trop bien. Non, mais à l'image de Fleabag, je pense aussi, c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Il faut suivre le rythme, tu vois. Voilà. Les hommes dans Fleabag sont défaillants, donc on a le personnage du père qui les a abandonnés émotionnellement dans la première saison. C'est ce qu'on apprend, et d'ailleurs dans la saison 2, ils essayent
maladroitement de rétablir les liens. Elle a beaucoup de scènes de dialogue avec son père et qui sont très très drôles, parce que le jeu de l'acteur est extraordinaire, parce qu'il n'arrive pas à parler. Donc il balbutie, et c'est des scènes d'une agonie d'un point de vue dialogue où tu attends enfin qu'il puisse verbaliser quelque chose. Mais lorsqu'il verbalise quelque chose, c'est souvent intéressant. Dans la première saison, elle lui dit « J'ai l'impression d'être une dépravée, obsédée, d'être nulle. » Et il lui dit « Mais tu tiens tout ça de ta mère ?» Dans la saison 2, elle lui dit j'ai l'impression de ne pas savoir aimer. Et il lui dit non, en fait, je pense que tu sais mieux aimer que quiconque. Incroyable quand tu dis ça. Ouais, et en fait, cet homme qui n'arrive pas à verbaliser, qui s'est éloigné de ses filles sûrement, à cause de sa propre culpabilité, ça a mis du temps à sortir, essaye, vainement... les rapports familiaux dans Fleabag sont intéressants quand même, entre... comment on se rapproche les uns des autres, comment on fait. Tu vois, t'as ce moment dans la saison 1 où elle essaye de prendre sa sœur dans les bras et elle se frappe limite. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'allais te faire un câlin, mais pourquoi ? Mais j'en sais rien. Se rapprocher, se rapprocher, c'est difficile. Oui, et pourtant elle porte son pull. Ouais, c'est vrai. C'est très mignon. C'est très très chou. Il y a aussi le fuckboy, iconique de la saison. Ah oui. Celui qui la sodomise, en fait. Parce que c'est ça qui se passe dans cette scène. Mais autant, alors, tous les autres personnages, à part lui, je trouve, ils ont de la profondeur. Et pour le coup, lui, il en a malgré le côté défaillant, moi j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Ouais. Et je les aime Martin, moi je le déteste. Martin, c'est Non, c'est le mari de Claire. Vraiment, moi, il me trigger, ce personnage. Moi, je l'aime bien. Ah, je peux pas. Je pense qu'il me rappelle quelqu'un et que ça passe pas. Tu vois, genre, je le trouve dégoulinant de perversion, de pathétisme, de dépendant, parasitaire. Vraiment, je le trouve détestable en tout point, mais l'acteur est extraordinaire. Ouais. Et il arrive à faire... cette performance de Martin, ce personnage est extrêmement réussi. Incroyable. Oui, c'est peut-être ça aussi, des fois. Tu vois, je le déteste avec fougue. Oui. D'ailleurs, elle l'enchaîne, elle lui fait un monologue. Tu sais, elle n'arrive pas à terminer avec Grace dans la saison 2. Oui. Pendant qu'ils sont au spectacle de son fils, qui est trop bizarre. Tu sais, le fils Jake qui est obsédé par la... Where's Claire ? Il est obsédé par le C'est vrai. Il y a Harry aussi. Oui, moi, c'est... Oh là là. Alors, parle-nous de Harry et parle-nous de sa manière de gérer les ruptures. Du coup, c'est le premier, il me semble, parce que je suis nulle avec les noms, donc T'inquiète. ça m'arrangeait bien que certains personnages n'en aient pas. Ouais. Mais Harry, c'est son premier c'est son mec. Quand on les rencontre dans la saison 1, ils sont plus ensemble en ce moment, mais bon, elle sait qu'il va revenir. Ou elle sait comment le récupérer. Voilà, c'est ça. C'est un peu son joujou, quoi. Complètement, c'est son objet. Ça. C'est horrible. Et alors que lui est très émotif, et en fait, elle joue tout de suite avec les codes un petit peu des relations hétérosexuelles, où c'est elle qui est là un peu plus pour le cul, pour qu'il fasse le ménage chez elle, alors que lui, il enturbane sa tête comme une femme. C'est vrai. Il écrit des chansons. C'est vrai qu'ils ont inversé les rôles, j'aurais pas. Complètement. J'avais pas... Et d'ailleurs, jusque dans la saison 2, oui, où il se présente comme si c'était lui qui avait eu le bébé. Il parle du postpartum et tout, il tient son bébé. Il dit « It's been hard ». Ouais, et vraiment, c'est incroyable. On a l'impression que c'est une mère. C'est génial. Extraordinaire. Ouais. Elle est forte quand même. Et tu vois, franchement, si on n'avait pas eu cette conversation, je pense que je m'en serais pas rendu compte de ça. Mais oui, moi je m'en étais pas rendu compte avant non plus, pas tellement. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est bien de parler des œuvres. Bah oui, parce qu'on approfondit toujours plus. Ouais. Ce mec, je l'ai vu aussi, il a joué dans The Witcher. Ah oui. Il a joué, un prince, mais il est d'une justesse dans son jeu. Ouais. Et moi, je trouve que c'est le meilleur acteur de Fleabag. C'est lui. Ils sont tous au-dessus de tout. Ouais. Mais pour moi, la performance la plus... Parce que, tu vois, il apparaît peu. Ouais. Oui, il apparaît très peu. Mais il est très présent. Mais comme tu dis, il est émotif, cet acteur. Et il arrive à passer énormément de choses à travers ses yeux, son langage corporel, sa voix... vraiment, il a un jeu très nuancé. Oui. Et pour revenir au côté où les rôles sont inversés, encore une fois pour citer Phoebe Waller-Bridge, en fait, tu vois, la scène, c'est dans le premier ou le deuxième épisode de la première saison, il me semble. Elle veut faire une surprise à son copain,
et lui faire croire qu'elle est un tueur. Oh, c'est horrible. Dans la salle de bain, elle arrive avec un couteau et il a super peur, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu, mais dans la situation inverse. C'était elle sous la douche et son mari. Non. Donc ça veut dire que c'est basé sur la relation entre elle et son mari quand même. Why? Ah ouais. Et son mari lui a fait ça et ça l'a pas fait rire du tout, quoi. Tu m'étonnes. C'est bien une connerie de mec, quoi. Lol. Et c'est vrai que Ouais, non, mais non. c'est un peu elle le connard dans cette relation. Oui. Et du coup, lui, il est... Elle le manipule. Bah lui, au final, il a pas tellement de... Tu vois, on n'aurait pas de reproche à lui. Ah si, à un moment, elle lui dit t'es pas comme les autres filles, tu peux me suivre, il dit en montrant sa tête. Ah oui, c'est vrai. Ah si. Mais tu vois, c'est terrible hein, comment on oublie... Les comportements toxiques ? Ouais. Ah, c'est bizarre. Intéressant. Mais... Est-ce que le prêtre a des comportements toxiques dans la série ? Il est très paternalisant déjà. Et ça ne c'est pas un problème. Non, après c'est... voilà. C'est pas tellement problématique. Cet épisode va être beaucoup trop horny. Je sais pas si je vais là-dessus. Non mais... Et en même temps, c'est ce qu'elle lui demande, c'est ce qu'elle attend, c'est qu'on lui dise quoi faire et quoi ne pas faire. Et d'ailleurs, ça revient souvent à la blague de vouloir baiser son père, parce que à un moment, elle prend son café dans la saison 1, et elle s'adresse à nous, et elle dit le prochain homme qui rentre, je vais le chevaucher à mort. C'est son père qui arrive, et elle se retourne vers nous, elle fait c'est pas idéal. Elle a un petit haussement de sourcil. C'est comme oh là là, non mais quoi. Elle fait son jogging. Ah oui. Et qu'elle dit, je sais pas, que elle parle justement du regard des hommes et de plaire et tout. Oui. Et elle regarde le chien. Ah oui. Ah, ça m'a mis mal à l'aise. Ah, cette scène, je la super. Ah oui, non, juste elle regarde. Non, c'est juste elle regarde le chien. Non, c'est une autre scène qui m'a mise mal à l'aise avec un autre chien, donc c'est pas cette scène. Oui, mais elle regarde le chien. Il y a une autre scène avec un chien. Non, c'est pas dans Fleabag. Ça m'a rappelé un trauma. Bref. Non, elle remet juste sa frange, quoi. Juste en mode, elle flirte avec le chien. Et en même temps, moi, sur les applis de rencontre, ça m'est déjà arrivé de swiper parce que le chien, il était mignon. Une fois, j'avais un mec qui voulait me pécho et il avait mot bof, et il avait un chiot labrador que j'avais découvert en soirée chez lui parce que je me faisais chier et que juste la meuf complètement chelou, je suis allée visiter la maison toute seule et je suis tombée sur un chiot. Golden Retriever, bref, voilà, tu peux imaginer comment ça s'est passé. Et pour m'appâter, il m'envoyait des photos du chiot avec un nœud papillon. Et je te jure, j'ai hésité. J'ai hésité de fou. Mais ça, c'est pas cool, on donne des armes aux fuckboys qui veulent manipuler. N'adoptez pas un chien juste pour pécho. Ça ne marchera pas et vous adopterez un animal. Voilà. Donc ne faites pas ça. Ne suivez pas nos conseils. Et en même temps, peut-être que ça leur apprendrait la responsabilité. Oh, t'as tellement de foi et d'espoir, c'est trop bien. Non, c'était un peu ironique. Ah d'accord, ok. Ah mais j'étais vraiment c'est possible. Non en fait. Non, je pense pas. Oh c'est terrible ce qu'on dit. Bien sûr, je sais pas s'il faudra pas. Ironie. En fait, le problème c'est que le précédent épisode, j'avais Arnold pour me calmer. Oui. Mais à chaque fois, si je mets des gens aussi vénères que moi dans la pièce, ça va juste être insoutenable pour tout le monde. Non, mais c'est purement artistique. C'est purement... Bien sûr. Oui, est-ce que le prêtre est toxique ? Pas tellement. Moi, je trouve que... Non, justement, il est beaucoup plus sain qu'elle. Oui, et il est très... il a ce côté un peu, justement... vertueux. Tu vois, elle l'appelle tout le temps father et tout. Il a ce côté du bon papa. Qui sait ce qui est bien pour elle, qui ne va pas l'utiliser, qui la renvoie à sa propre vérité, qui l'empêche de dissocier, qui la ramène dans l'instant présent. Il la soigne un peu, quoi. C'est son sauveur. Un petit peu, oui. Oui, et puis t'as tout le parallèle avec la religion chrétienne. Du coup, c'est un prêtre protestant ou catholique. Plus catholique, je dirais. Oui, catholique parce qu'elle est quand elle est chez sa psy. Et elle lui dit, en fait, moi ce que j'adore dans cette scène, c'est vraiment le type dancing où elle dit non, mais en fait, je voulais juste ramener le coupon. Oui, mais ça a déjà commencé, d'accord. Bon, très bien. Et là, en fait,
ce qu'on a toujours voulu en fait. Je pense, moi, ce jour-là, c'était un fantasme qui était réalisé, de voir Phoebe ou alors Bridge écrire une scène de thérapie. Parce que voilà, je suis psy, tu es psy. Oui. Et j'avais très peur parce que je déteste les personnages de psy dans les séries ou les films la plupart du temps, parce que je trouve que c'est très mal montré. Et non, j'ai pas vu en thérapie, j'ai peur de trop cringer, mais peut-être que je le ferai un jour. La série américaine est bien, enfin j'ai vu que la série américaine mais et française. C'est quand même un français qui couche avec sa patiente, en fait. Et genre moi, ça m'énerve qu'on romanticise ça et qu'on érotise ça. Je trouve pas ça éthique, enfin voilà, ça me gêne. Pour l'avoir vu, je sais pas, alors j'ai pas tout vu, mais il me semble pas que ce soit tellement romanticisé, justement. J'avais un peu l'impression, moi, mais bon. Ok. C'est quand même, pareil, lui, enfin le psy est très, très humain, enfin beaucoup de défauts, pas très professionnel, il est en pleine crise, quoi. Ok. Et c'est pas vécu comme quelque chose de « Oh non, on n'aurait pas dû ». C'est vraiment vécu comme dans le transfert, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je suis en train de checker Moïse qui joue avec... Oh non. Bref. Excuse-moi. Il y a un mâle avec nous. Mais oui. Il y en a un. Il y en a un et il est là. Voilà. Il joue avec un petit bout de Il est très poilu. C'est vrai. Mais voilà. Alors attends, on a des... Oui, c'est une séance de thérapie où elle finalement, la psy lui demande est-ce que vous voulez baiser le prêtre ou vous voulez baiser Dieu ? Cette question est Est-ce qu'on peut baiser Dieu ? Oh yes. Et alors moi, je n'ai toujours pas compris vraiment. Enfin, tu vois, je pense que je le comprends à certains niveaux, mais je sais pas si je le comprends à tous les niveaux. Comment tu comprends cette réplique, toi ? Et je trouve que ça, tu vois, il y a beaucoup de moments dans Fleabag où c'est comme ça, où tu sais pas si t'as compris tout ce qu'elle voulait dire, mais t'as l'impression d'avoir compris quelque chose, en tout cas. Et c'est ça qui est aussi brillant avec cette série, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont... pas dites sans être symbolisées. Ouais, voilà, c'est ça. T'as cette scène, notamment, c'est le 2e épisode, elle est dans le métro, et il y a une musique... Sail. Voilà, Sail qui retentit, et en fait, à chaque fois qu'il y a les beats, en fait, les gens ont l'air de se tordre de douleur. De douleur, ouais. Voilà, c'est ça, ça dure longtemps, et on sait pas. Et elle se tourne vers la caméra, elle dit « Je pense que je vais avoir mes règles ». Voilà, comment... Alors, tu sais pas exactement ce qu'elle veut te dire, mais il y a quelque chose, tu vois, et que tu peux interpréter de la manière dont tu veux. C'est une métaphore, en fait. C'est ça, c'est plein de métaphores tout le temps. C'est tout le temps, c'est très symbolique. Et attends, la question initiale, c'était qu'est-ce que ça veut dire, quand elle dit... Est-ce qu'on peut baiser Dieu ? Oh yes. De façon peut-être un petit peu naïve, je me dirais que peut-être que ça parle de l'expérience religieuse et du sentiment un peu d'absolu que tu peux avoir à travers le sentiment religieux et le sentiment amoureux aussi. Et que, comment dire, quelque part quand tu couches avec quelqu'un, tu peux coucher avec... certes, tu couches avec la personne, mais des fois tu couches avec ton fantasme. Et si Dieu, on considère que c'est un fantasme et c'est une idée, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'elle lui pose cette question. Il dit, en gros, ça veut dire, mais il représente quoi pour toi, ce mec ? Ouais, c'est ça. Et on revient à cette histoire de statut. Il représente une autorité morale. Et paternelle aussi. Hein. C'est ça. Ça interroge, pourquoi est-ce qu'on... En fait, dans quelle mesure les signifiants sociaux des gens dont on tombe amoureux ont une incidence sur nos choix de partenaires. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans la série, c'est comme ça qu'il est présenté, et c'est comme ça, moi j'adore cette scène quand elle dit à sa sœur qu'elle a rencontré quelqu'un, et que sa sœur, on sent qu'elle est un peu étonnée, qu'elle se dit ah ouais... Elle est peut-être enthousiaste même. Elle est enthousiaste, et en fait elle sent que Fleabag elle a vraiment rencontré quelqu'un, et que là c'est pas juste pour rigoler, et que c'est un vrai truc. Et je pense que justement quand Fleabag lui dit que c'est un prêtre, elle met sa tête dans les mains directes. Et elle explose de rire, mais c'est un rire nerveux qui est si bien fait. Et je pense que, je trouve que ce sentiment de se dire ah putain, ça y est, là il y a un truc qui se passe enfin bien. Mais évidemment, il y a une couille comme ça. Je trouve que c'est un truc peut-être qu'on peut chacun vivre dans sa vie où on se dit ah super, tout va bien, et puis d'un coup, ironie du sort. Et à la fois, c'est ce que ressentent les spectateurs quand ils regardent la série, ils se disent putain, mais sérieusement, le prêtre, quoi. Alors, tu te fous de notre gueule, là, c'est... Et malgré ça, je trouve que c'est ça qui est ouf avec cette relation, c'est que au-delà de tous ces clichés, il y a une vraie rencontre qui se fait. C'est vrai, totalement. Comme on disait tout plus tôt, ils se reconnaissent. C'est ça, exactement. J'aime bien Fleabag parce que ça parle de la pluralité de l'amour, sous toutes ses formes. Donc, il y a l'amour amical, avec Boo.
vraiment cette relation où elle y pense dans la saison 1 avec mélancolie, je crois. L'amour pour sa mère décédée. Oui. Et d'ailleurs, c'est une scène dans la saison 2 où elles sont à l'enterrement. Et c'est encore plus déchirant parce qu'elle lui dit, Fleabag dit à Boo, je ne sais pas ce que je vais faire avec tout l'amour que j'ai pour elle. C'est horrible. Et elle lui dit, tu peux me le donner. It sounds lovely. Ça a l'air merveilleux. Donc voilà, comment bien nous faire mal quand même. Hein. Fleabag, elle est forte à ça. Donc t'as l'amour entre ces deux sœurs. Qui sont assez aliénées lorsqu'on les rencontre. Dans la saison 1, elles ne se comprennent pas, mais en même temps, elles ne se disent pas la vérité. Et au début de la saison 2, il se passe quelque chose entre elles, qui est lié, pour le coup, à quelque chose du domaine de l'intime, c'est-à-dire que Claire fait une fausse couche dans le premier épisode. Donc, quand on vous disait le côté vaudeville, il se passe 1000 trucs, il se passe ça. Et en fait, dans l'urgence, Fleabag est là pour elle. Et elles se parlent, sachant qu'il y a eu un événement à la fin de la saison 1 où en fait Martin embrasse Fleabag. Ah oui, c'est vrai. Et il lui dit que c'est Fleabag qui l'a embrassé, et comme il y a le passif de Fleabag, sa sœur ne la croit pas. Ah, c'est vrai que c'est une merde ce mec. Et du coup, dans la saison 2, Claire ouvre enfin les yeux sur l'atrocité qu'est son mari, et elle ouvre les yeux sur en fait sa sœur. Et les deux se rapprochent, notamment dans les scènes où la belle-mère va les peindre, parce que c'est le cadeau de mariage, et où elles sont côte à côte et elles se parlent, et où en fait Claire va pouvoir s'ouvrir à Fleabag sur en fait ses désirs, ses besoins. C'était déjà un peu le cas dans la saison 1 où elle lui disait qu'elle était frustrée sexuellement, et d'ailleurs elle lui achetait un jouet. Là, finalement, elle va parler en fait, elle a envie d'aller en Norvège, elle a envie de s'émanciper, elle a peut-être rencontré un mec, enfin voilà, et finalement, c'est comment Fleabag va l'accompagner à son émancipation et à sa libération, donc dans l'épisode final de la saison 2, où elle rompt avec Martin. Et ça, moi, c'est une scène qui apporte un soulagement. Elle est libérée de cette emprise et elles sont plus proches que jamais. Oui. Et donc tu as cet amour-là qui se réalise et qui s'épanouit. Enfin voilà, il atteint finalement son potentiel. Tandis que l'amour que se portent le prêtre et Fleabag est voué finalement. On le comprend au fur et à mesure de l'épisode. Donc ils ont couché ensemble, ils sont all over each other, ils ont une alchimie de ouf. Et en fait, lui, il réalise de son côté voilà, ce qu'il ressent et ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble ? Parce qu'il est prêtre. Pourquoi est-ce qu'il est prêtre ? Parce qu'en fait, avant il était alcoolique, hypersexuel, comportement à risque, potentiellement malade mental, on le comprend. Il parle de son frère qui est schizophrène, je crois, et de ses parents alcooliques. Enfin, il y a énormément de souffrance et c'est pour ça qu'ils se reconnaissent. Mais lui doit tenir, en fait. Il doit rester... Et en fait, ils ne peuvent pas être ensemble. Et du coup, on va parler de cette fin. Alors, comment tu la sens, cette fin, toi ? Qu'est-ce qu'elle te fait vivre ? Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Mais encore une fois, je l'ai vraiment vécu un peu comme elle. Vraiment très proche du personnage, quoi. C'est la leçon que t'as pas envie qu'on te donne, mais t'as besoin de l'entendre. Et... Ah, c'est chiant quand la vie fait ça. Ouais. T'es en mode... putain, bah ouais. Another lesson, really ? C'est ça. Mais... à un moment, elle lui dit it's God, isn't it? Alors, parce que du coup, c'est un peu... parce que c'est la question qui se pose où il dit je sais pas si ce que je ressens c'est Dieu ou si c'est mon amour pour toi. Oui, il se pose cette question quand ils s'embrassent. C'est vrai, c'est Parce vrai. que lui, il est très connecté à cet amour pour Dieu finalement. C'est ça qui fait qu'il est prêtre. Et est-ce que, bon après voilà, pour les personnes qui sont religieuses, c'est pas très plaisant à entendre, mais moi j'entends vraiment ça comme c'est l'amour de lui-même. Oui, moi aussi. Et il s'aime plus qu'il ne l'aime elle. Quelque part, ouais. Et c'est ça qu'il choisit. Et pour moi, c'est un peu ça la leçon pour elle, c'est que... Elle aussi, elle doit faire ça. C'est ça. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Mais j'ai été très frustrée et très énervée. Très triste. Et en même temps, c'est un peu ce truc de toutes les histoires un peu dramatiques entre un homme et une femme. C'est ce côté non, je choisis l'honneur. Je choisis... Et c'est quelque chose qui m'énerve vraiment très très fort. Parce que je trouve que ça fait passer à côté de... toujours d'une histoire, d'une relation. Et je pense que... on ne peut pas ne pas se dire qu'ils auraient été super ensemble.
Et je trouve que à la fois c'est très réaliste parce que dans un film ou dans une série, on se serait attendu à ce qu'ils utilisent le plein potentiel de cet espoir qu'ils soient ensemble. Et là, en fait, c'est non, en fait, dans la vraie vie, des fois, c'est pas le bon moment et ça se fait pas, quoi. C'est exactement ça. C'est l'aspect finalement ultra réaliste, presque jusqu'à pousser les potards au max et à faire en sorte que ça n'ait plus trop de sens. Et en même temps un peu théâtral, cette fenêtre ouverte sur cette vie-là qui trouve la fin de son récit à cesser de chercher l'amour romantique à tout prix et apprendre à cultiver l'amour de soi. Tout à fait. Et je pense qu'on peut terminer ce podcast sur ce Absolument. concept, oui, parce que ça boucle ce qu'on avait à dire. Est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter ? Bah écoute, justement, et je me suis rappelée de ce que je voulais dire tout à l'heure. Super. On parle de finalement amener les gens à s'aimer eux-mêmes, etc. En soi d'ailleurs c'est très féministe, à mon sens. Et ça parle beaucoup quand même, je trouve, cette série, de comment s'aimer en tant que femme dans le patriarcat, avec ce regard de l'homme qui est là en permanence. Et je trouve que ça en parle très bien, par exemple, dans la scène où elle marche dans la rue, elle se sent très fraîche, et elle voit un mec arriver et elle dit « He can't believe how hot I am ». Et au final, en fait, le mec arrive et il lui dit « Walk of shame ». Ouais, il la slut shame, quoi. Exactement, et je trouve que c'est vraiment ça, et c'est comme ce dont elle parle donc à la fin de la saison 1, au mec qui rentre dans son café, c'est que c'est... elle essaye de s'aimer à travers le regard de l'homme comme ça, mais en fait ça lui retombe sur la gueule et elle n'y arrive pas. Oui, c'est ça, parce que en fait c'est voué à échouer. Exactement. De chercher à te valoriser. C'est qu'en fait ça passe toujours que par l'extérieur, et en plus c'est un extérieur qui n'est pas tendre avec toi, par essence, puisque c'est un extérieur qui te domine, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et du coup se détacher de ça et apprendre à s'aimer de ta manière à toi, mais à se libérer de ce male gaze constant, de ce regard masculin comme tu disais, ça parle de cette lutte-là. Et justement, à la fin, peut-être qu'en se réconciliant avec sa sœur, puis elle a des conversations assez intéressantes avec Christine Scott Thomas, qui est une autre femme. Oui. On apprend qu'elle est bisexuelle, d'ailleurs, à ce moment-là, puisqu'elle flirte avec elle. Oui. Même si on s'en doutait, évidemment. Mais voilà, écoute, je pense qu'on va pouvoir clore cet épisode. Merci à toi d'être venue et d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Mais avec grand plaisir, j'étais très honorée. Mais écoute, moi de même. Et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.